Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Thierry Bouclier. Bonjour, Thierry. Merci. Vous êtes venu déjà à ce micro maintes fois. Vous avez publié des romans policiers et c'est le cas ce jour. Nous allons parler du Hussard et le cadavre de l'Île-Dieu. Nous partons donc à l'Île-Dieu. Vous avez écrit aussi le premier de vos polars, c'était Le Dernier des Occupants, toujours chez Oda Izarn. Et vous avez aussi publié Rouge et Jaune pour le Hussard, toujours chez Oda Izarn. Mais vous avez publié aussi une quinzaine de livres. C'est une activité absolument considérable. Des livres que j'ai beaucoup aimés, notamment la biographie de Tixier-Vinancourt, La République amnésique. Là, j'ai trouvé que chez Rémi Perrin, là, vous avez fait un travail merveilleux. Redites-nous ce qu'il y a dans la République amnésique. Alors, le thème du livre consiste à prendre un certain nombre d'idées politiques sur la famille, sur l'immigration, sur la sécurité, et de voir comment ces idées étaient traitées, notamment par la gauche, sous la Troisième République, sous la Quatrième République, au début de la Cinquième, et comment elles sont traitées aujourd'hui, et comment ces idées telles qu'elles étaient défendues par la gauche, aujourd'hui, elles ne pourraient absolument plus l'être, et finalement, on voit bien qu'il y a eu un glissement de terrain où de plus en plus, je dirais, la pensée politique a dérivé lentement vers la gauche et c'est comme ça qu'un certain nombre de tabous se sont installés dans le débat politique. C'est un livre très utile. Vous avez publié une biographie de l'abbé Denis Coiffé, et puis enfin, c'est tout frais, La gauche ou le monopole de la violence, de 1789 à nos jours, et c'est à la Nouvelle Librairie. Quel est le thème de cette... Alors là, c'est pour montrer que depuis 1789, depuis la Révolution française, on va dire que la droite est censée incarner le mal et le passé, et la gauche, au contraire, incarne le bien et le progrès. Et dans la mesure où la gauche incarne le bien et le progrès, et que la fin justifiant les moyens, eh bien la gauche peut tout se permettre, y compris la violence la plus extrême, dans la mesure où elle le fait pour le bien et pour le progrès. À partir de là, on ne peut pas lui reprocher de commettre des actes de violence. En revanche, comme la droite, au sens large, agit pour le mal et pour le passé, eh bien, elle ne peut absolument rien se permettre, et le moindre écart lui est systématiquement reproché. Voilà. J'aime beaucoup cette façon de penser que vous avez, de prendre à contre-pied toute cette propagande, et c'est extrêmement intelligent et réjouissant. Mais vous êtes aussi avocat, vous avez une famille nombreuse. Alors, ma première question, c'est Thierry Bouclier, comment faites-vous ? Alors, j'écris ou bien le midi, là, à votre pause déjeuner. À ma pause déjeuner, voilà, je range mes codes et j'écris, ou alors le soir, le week-end, voilà. Enfin, j'arrive tout à fait à concilier, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs, une vie professionnelle, une vie de famille et une vie d'auteur. Enfin, vous êtes quand même assez phénoménal pour ce qui est de la production. Moi, je suis complètement admirative. Alors, votre livre, donc, Le Hussard et le cadavre de l'Île-Dieu, racontez-nous pourquoi ce titre, Le Hussard. Alors, la raison est la suivante. Ce sont donc les éditions Oda Izarn qui ont lancé une collection de romans policiers. Oui. Il y a maintenant 4 ou 5 ans. Le Hussard, le cadavre de l'Île-Dieu est le 21e numéro de cette collection. Et il y a 3 types de romans policiers. Il y a des romans policiers libres. Donc, vous avez cité tout à l'heure Le Dernier des Occupants. Donc, c'était un roman policier où il n'y avait pas, je dirais, de thème imposé. Il y a ensuite des rééditions. Notamment, il y a eu un très beau polar de François Brignot, Le criminel de guerre, qui a été réédité. Oui. Et il y a Henri Béraud également, Pierre Monnier, Henri Coston, voilà, un certain nombre de polars des années 40, 50, 60 qui n'étaient plus en vente, qu'on ne trouvait plus, et donc qui ont été réédités dans cette collection du Lys Noir. Et il y a enfin le fameux Hussard, et je dirais c'est l'originalité de cette collection, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a été créé par l'éditeur, qui s'appelle Julien Ardan,
qui est libraire à Paris. Il tient une librairie qui s'appelle Les Décombres, par référence à un livre très célèbre connu. de Rebattet. Exactement. Le Hussard, c'est bien évidemment par référence au mouvement des Hussards de Roger Nimier. Et ce Julien Ardan, qui a à peu près entre 45 et 50 ans, qui est un ancien officier parachutiste, qui est veuf, dans la mesure où sa femme Sophie a été tuée lors des attentats de Paris du mois de novembre du Bataclan. Elle était à la terrasse du Petit Cambodge et elle a été mitraillée. Et suite à ce décès, Julien Ardan, eh bien, en plus de son activité de libraire, est devenu, on va dire, justicier la nuit, et il mène un certain nombre d'enquêtes policières. Et donc, à partir du moment où on respecte ces quelques conditions, il a également une autre condition à respecter. Il a une de ses sœurs, sa sœur qui s'appelle Alice, et qui est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et qui lui donne des informations. Sous réserve de respecter ces 6 ou 7 conditions imposées, chaque auteur qui écrit dans la collection, eh bien, fait vivre ce fameux hussard comme il l'entend. Donc, alors c'est sorti, ce schéma, c'est sorti de la tête d'une femme, parce que c'est une femme qui dirige Oda. Non, c'est un homme. Voilà, Pierre Gilliette, oui, c'est un homme. Oui. Ah, c'est Pierre Gilliette. Oui, Pierre Gilliette qui dirige l'édition Oda. Oui, bien sûr, voilà. Je le connais en plus. C'est lui qui a imaginé ce schéma. Alors c'est lui qui a imaginé ce schéma. Alors il y a 2 directeurs dans la collection, il y a Pierre Gilliette et il y a Francis Bergeron. Oui. Et donc c'est sorti de l'imagination de Pierre Gilliette et de Francis Bergeron d'imaginer ce personnage. Alors nous débarquons avec l'héroïne Suzanne, qui moi me rappelle une autre Suzanne, c'est Suzanne et le taudis de Maurice Bardèche. Parce qu'il faut vous dire, chers amis de TV Liberté, que chaque ligne, chaque nom fait appel à nos lectures. Et c'est extrêmement amusant parce que vous faites des petits clins d'œil sans arrêt, même sans nommer finalement, nous sentons les réminiscences de nos lectures. Et ça, c'est un des premiers bonheurs, je vous l'avoue, parce qu'on voit bien qu'on a lu les mêmes livres, Thierry. Donc c'est... Alors oui, effectivement, il y a c'est un petit peu un jeu de cache-cache où effectivement jeu de piste, oui, de disséminer dans le livre des références littéraires. Alors certains retrouveront des références à Céline, d'autres en retrouveront à Drieux, évidemment à Roger Nimier. Le prénom de Suzanne, effectivement, n'a pas été choisi totalement au hasard. Et donc il y a effectivement des petites références politiques, littéraires, cinématographiques également, qui sont disséminées dans l'ensemble de l'ouvrage. C'est plein d'images, J'ai oublié de dire que la politique de la maison est d'avoir des gros caractères. Et ça, je vous en remercie, parce qu'on en a assez de se sortir les yeux des orbites pour aller trouver des caractères. Et également, ce sont des livres qui font moins de 200 pages, donc avec un prix de vente qui est à 12 €. Oui. Donc effectivement, l'objectif, c'est que chacun puisse lire ses romans policiers sans se ruiner, et puis de manière tout à fait ludique, agréable. Et voilà, ce ne sont pas des pensums de 5 ou 600 pages, mais ça se lit tranquillement. Ça se dévore. Moi, je l'ai lu, j'avais une insomnie à 1h du matin, donc j'ai mis mes 2 heures, ça m'a mené à 3h30, donc c'était parfait. J'ai pu enfin retrouver le sommeil. Alors, nous débarquons à l'Île-Dieu, qui est c'est déjà un bonheur. Bien évidemment, il y a un clin d'œil au maréchal. On ne peut pas faire autrement. Et votre héroïne, Suzanne, est née dans l'île. Elle revient retrouver son père, qui était marin-pêcheur, et elle le retrouve assassiné. Alors, elle le retrouve mort. Mort, oui, vous avez raison. Elle le retrouve mort, absolument. Elle le retrouve mort, une balle dans la tête, une arme dans la main, et la gendarmerie locale conclut immédiatement à un suicide. C'est vrai que, malheureusement, la vie insulaire est difficile, sur l'île comme sur beaucoup d'îles. Il y a malheureusement des suicides sur cette île comme partout. Et donc, le fait que son père ait pu se suicider n'a rien d'exceptionnel, mais elle n'y croit pas. Elle est absolument persuadée que son père ne s'est pas suicidé, parce que s'il s'était suicidé, peut-être qu'il y aurait eu des prémices, peut-être qu'il il aurait envoyé quelques messages. Bon, là, il n'y a absolument rien eu, donc elle ne voit aucun mobile du suicide de son père, et donc dès le début, elle pense que c'est un assassinat, et donc le livre va effectivement consister à cette enquête pour découvrir si c'est effectivement un assassinat ou si c'est un suicide. Et tout de suite après, évidemment, il y a la scène de l'enterrement,
Or, dans une île, tout le monde se connaît, il y a dans l'assistance quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Voilà, alors Suzanne va donc auprès de son père. Alors Julien Ardent il est de l'île. Il est en vacances sur l'île. Et il était le mari de la meilleure amie de Suzanne. Voilà, exactement. Donc dès qu'elle apprend que son père a été retrouvé mort, elle va le trouver pour essayer de trouver un peu de réconfort, des conseils, d'être aidée. Et ils se rendent quelques jours plus tard, tous les deux, aux obsèques. Et effectivement, pendant la messe des obsèques, Suzanne aperçoit en se retournant, par curiosité, un homme assez âgé, chauve, le visage ridé, qu'elle n'a jamais vu. Et elle est intriguée par ce visage. Et il a disparu à la fin de la messe. Et il disparaît à la fin de la messe. Elle a eu juste eu le temps de l'apercevoir subrepticement. Et à la fin de la messe, il a disparu. Et donc, elle est intriguée par ce personnage. Finalement, ça peut être, elle ne connaît pas forcément tout le monde. Ça peut être peut-être quelqu'un que son père connaissait, qu'elle ne connaissait pas. Mais ce personnage va l'intriguer et va peut-être être le fil conducteur du livre. Et c'est le fil conducteur de tout le livre. On peut pas tout dire parce que c'est évidemment plein de suspense. Mais arrêtons-nous sur ce personnage de Julien, qui est très intéressant. Donc sa meilleure amie lui avait dit, parce que Suzanne n'avait pas accroché avec le mari de sa meilleure amie, et cette femme lui avait dit, il a ses défauts, mais en cas de coup dur, on peut toujours compter sur lui. Voilà. Et alors j'aime bien, ça c'est un des aspects du livre, c'est très très joli, parce que vous traitez de ces rapports de couple et de l'amour de façon extrêmement jolie. D'abord pleine de pudeur, il n'y a pas de scène chaude, on n'est pas dans Comme le temps passe, il n'y a pas de Nuit de Tolède, c'est normal, on est à l'Île-Dieu, mais c'est plein de finesse et de délicatesse. Alors effectivement, de son vivant, Sophie avait présenté son mari à son amie Suzanne, mais voilà, le courant n'était pas passé entre les deux. Dans le roman, Julien Ardent est un personnage un peu taciturne, qui fait beaucoup d'ironie, et Suzanne n'avait pas spécialement accroché avec lui, mais effectivement, Sophie lui avait dit, si un jour tu as un souci, tu pourras compter sur lui. Et le coup dur est arrivé. Le coup dur est arrivé. Et petit à petit, elle se rend compte que c'est un homme vraiment très bien. Alors, oui, c'est amusant cette idée du personnage redresseur de tort qui, dans les nuits parisiennes, va casser la gueule des uns et des autres. Alors, effectivement, dans l'ensemble des romans, donc il y a cette dualité où Julien Ardent tient sa fameuse librairie, les décombres, effectivement, par référence au livre de Lucien Rebatté, librairie qui est dans le 2e arrondissement de Paris, place Boieldieu, librairie bien sûr qui n'existe pas, mais je dirais tous les endroits, les lieux sont véritables, et il a quand même une formation, il a été officier parachutiste, donc il a une forme physique qui lui permet de faire certaines choses. En tant qu'ancien militaire, il y a également le maniement des armes. Et lui, effectivement, connaissant également ce coup dur avec le décès de Sophie, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il décide de devenir justicier et redresseur de tort. Et dans l'ensemble des ouvrages où ce hussard intervient, eh bien, ce sont des enquêtes différentes et variées. Il est très déprimé, notre Julien. Alors, au départ du livre, effectivement, oui, je le présente assez déprimé face à la situation actuelle. On peut dire que tout ne va pas très bien. Donc, c'est dans cette situation que Suzanne va le trouver. Il est venu se reposer à l'Île-Dieu parce qu'il était un petit peu à bout. Et finalement, le fait de se retrouver à devoir mener cette enquête, eh bien, va lui redonner l'entrain et la forme qu'il faut. Et voilà le passage de ce portrait de Julien qui a le moral en berne. Depuis quelques semaines, celui-ci n'allait pas fort. Quelques jours avant la découverte du cadavre du père de Suzanne, il se tenait encore debout dans sa librairie, classant des livres sans conviction. Sa passion des bouquins, jaunie par le temps, semblait évanouie. Le moral en berne. Une terrible envie de tout envoyer promener. Ce n'était peut-être pas l'ambiance du feu follet, mais il n'en était pas loin. Sa librairie avait presque les reflets d'une maison de repos pour neurasthéniques. Un revolver, c'est solide, c'est en acier. C'est un objet.
se heurter enfin à l'objet. Il n'en était quand même pas là. Le fantôme d'Alain Leroy restait loin. C'était davantage le voyage au bout de la nuit, un pessimisme à la Bardamu. Le temps qui passe et les souvenirs qui reviennent, les remords et les regrets, les amours perdus et les occasions manquées, la nostalgie de la France d'antan. L'époque le voulait, stupide 21e siècle, si laid à contempler. La démission des élites, la lâcheté érigée en valeur suprême, le nihilisme de la société, le dénigrement permanent, le suicide français, les mecs qui se galochent entre eux, le rire du prophète, le pape qui déconne, le crépuscule de l'Europe, le camp des saints et l'hystérie collective, les moutons masqués avant de se faire piquer, les larves apeurées par un virus fantasmé, la sous-humanité émasculée, sacrifiant sa liberté et sa dignité pour préserver ses agapes, son pastaga au troquet et ses voyages à l'étranger. Voilà, ça continue comme ça, c'est une diatribe qui sent en effet son Céline, dont on vous sent très proche. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup Le Voyage au bout de la nuit. C'est un de mes livres de chevet, je dirais. Mais vous êtes proche aussi du personnage. Votre jugement sur notre stupide 21e siècle... Oui, c'est vrai que je mets dans l'esprit et dans la bouche de Julien Ardan certaines réflexions qui, effectivement, pourraient être les miennes. C'est très visible, ça se sent. Cette jeune femme, c'est une sacrée bonne femme aussi, parce que Suzanne est pleine d'énergie. Les gens qui naissent sur les îles sont des gens très énergiques. Oui, parce que la vie est dure. La vie est plus dure que sur le continent. C'est vrai que l'île-dieu, surtout l'automne et l'hiver, c'est un climat assez rude. C'est une vie assez austère. Les marins pêcheurs ont également une vie difficile, une vie austère. Souvent, ils commencent cette profession extrêmement jeune. Donc, c'est vrai que ça forge le à 16 ans, il était sur un bateau. La santé, exactement. Donc, oui, son père. Il est évident qu'il y a un confort que nous connaissons sur le continent que les populations des îles ne connaissent pas nécessairement, et ça forge nécessairement le caractère. Et la pêche a disparu, les bateaux ont diminué. Alors effectivement, à l'île-Dieu, qui était une île où il y avait une activité de pêche extrêmement importante, à partir des années 1990, notamment lorsqu'il y a eu les normes européennes, la pêche s'est écroulée, et aujourd'hui il reste encore quelques bateaux, heureusement, à l'île-Dieu, mais ce n'est plus du tout l'activité dominante. L'île-Dieu, comme beaucoup d'îles, vit maintenant essentiellement du tourisme, avec les avantages que ça comporte, mais également un certain nombre d'inconvénients. Il y a 40 ans, j'ai rencontré l'un des responsables à l'échelle européenne des règlements de la pêche. Un type très très brillant, un Danois. Et quand il s'est exprimé, je lui ai parlé de tous ces petits peurs de pêche et de tous ces pêcheurs qui allaient crever. Et son regard est resté froid. Oui, c'était... Moi, j'ai immédiatement vu que tout le décor de notre jeunesse allait disparaître, puisque j'avais beaucoup vécu dans les ports et j'avais beaucoup vu les pêcheurs. Et dans ma famille, il y avait des avitailleurs pour la pêche, pour la grande pêche hauturière, à Port-en-Bessin. Donc pour moi, la vie des ports, c'était vraiment des hommes qui partaient et affrontaient la haute mer. Et d'imaginer qu'on allait supprimer ce monde, j'avoue que ça m'avait fait froid dans le dos. Et on y est. Oui, ben le monde des pêcheurs a disparu, j'ai envie de dire, comme le monde des agriculteurs. Comme le monde des agriculteurs. Que ce soit le monde de la mer ou le monde de la campagne a disparu et continue de disparaître progressivement. Et maintenant, on y plante des éoliennes, c'est tellement mieux. Alors, encore une fois, c'est très difficile de parler d'un polar, parce que c'est comme les films, on ne raconte pas la fin. Donc, vous parlez très joliment aussi de l'île-Dieu. Alors, l'île-Dieu est effectivement, pour ceux qui ne la connaissent pas, une île magnifique, avec notamment... Est-ce qu'on peut dire un petit Belle-Île ?
Oui, alors beaucoup plus petit que Belle-Île, Oui. plus plat, c'est moins accidenté que Belle-Île, parce que Belle-Île, il y a quand même des côtes, il faut monter. À l'Île-Dieu, on peut faire du... Je sais, je l'ai fait en bicyclette, voilà, sans moteur. Voilà, tandis qu'à l'Île-Dieu, on peut bien évidemment circuler en vélo. D'ailleurs, bon, il y a bien sûr des voitures à l'Île-Dieu, mais tout le monde est en vélo. Tout l'intérêt, notamment quand on y passe ses vacances, c'est de bien sûr laisser sa voiture sur le continent et de faire du vélo, avec toute une partie de l'île qui est totalement inconstructible, qu'on appelle la côte sauvage, et qui est absolument magnifique, avec un petit port qui s'appelle le port de la Meule, où est retrouvé le corps du père de Suzanne, parce que c'est là qu'il habitait. Donc c'est un petit port très protégé, avec une petite chapelle qui surplombe ce port. Donc c'est effectivement une île avec des paysages magnifiques, et qui est une île, je dirais, magnifique, quelle que soit la saison. Là, l'automne commence, elle va prendre des couleurs absolument magnifiques, radieuses. Vous allez ensuite avoir la saison vraiment la plus difficile, décembre, janvier, février, avec des tempêtes, avec du vent, avec de la pluie, mais même en cette période, l'Île-Dieu reste magnifique. Les liaisons avec le continent, quelquefois, sont interrompues. Alors, il peut arriver, effectivement, si jamais la mer est trop forte, que les liaisons soient interrompues. Ça peut durer 24 heures, 48 heures, mais bon, c'est quand même assez rare que l'île soit totalement coupée du monde. Et puis, très vite, les menaces vont atteindre ce couple. Des menaces discrètes, mais des menaces tout de même extrêmement dangereuses. Alors oui, donc Suzanne et Julien mènent leur enquête, ils découvrent un indice, 2 indices, et puis ils doivent se rendre sur le continent parce que leur enquête les conduit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, enfin dans différentes villes de Vendée, et au cours d'une de leurs excursions sur le continent, il y a effectivement une première... un accident, alors on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ils ont un accident de voiture dans des circonstances un petit peu mystérieuses, donc je dirais le mystère ajoute au mystère, mais ils s'en sortent. Nous avons ensuite Julien Ardan qui est sur une des plages de l'île, une des plus belles plages de l'île, la plage des Vieilles, qui porte ce nom, et là il y a quelqu'un qui essaie de le noyer, donc il est également surpris, là il s'en sort, mais il est à 2 doigts de rester au fond de la mer. Donc, effectivement, au fur et à mesure où ils avancent... Au fur et à mesure des pages, le danger monte, la tension monte. Voilà, sans savoir pourquoi. Jusqu'à une scène finale qui est très, très, très marrante. Votre livre est très cinématographique. Alors, il est cinématographique, oui, en ce sens qu'effectivement, il y a une progression dans l'histoire. Oui, mais il y a des tableaux, il est déjà tout découpé. Enfin, je veux dire, un cinéaste devrait pouvoir s'intéresser. Ah, peut-être. Alors, peut-être qu'il sera porté à l'écran, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est le souhait que je fais, parce que c'est quand même très, 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 très bien et très... Alors, bon, autre exemple de rappel de la littérature, parce qu'encore une fois, si on les a pas lus, on trouve des tas d'indications de lecture. Il attrape un livre. Il s'agissait de l'édition originale parue en 1926 dont se bat sur mer de Paul Chac. Le libraire sourit. Elle avait bon goût, la vieille. Un livre du plus grand romancier de la mer de tous les temps. Un gentil papy que les fifis ont flingué en 45. 69 ans. 12 balles dans la peau, dans le froid du petit matin blême. Les salauds. Puisque Paul Chac, en effet, était un grand romancier de la mer, avec des grands romans. Et qu'il a écrit dans des journaux pas bien. Oui, alors surtout, il était surtout anglophobe, comme beaucoup de marins à l'époque. Et il a été effectivement un des premiers fusillés. Enfin, il y avait eu Georges Suarez avant lui. Et il a été fusillé en janvier 1945, quelques jours avant Robert Brasillac. Et on peut dire que parmi toutes les exécutions qu'il y a eu à la Libération, celle de Paul Chac est probablement la plus scandaleuse, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher quant à son comportement pendant la guerre. Oui, mais on n'avait pas le droit d'être anti-anglais. Ça, c'est comme aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être anti-américain. Il y a des droits, vous ne comprenez pas les droits de l'homme actuels, contemporains. Bon, cher Thierry,
on ne peut pas continuer à parler de votre livre sans en déflorer. Et je trouve que votre don pour... vous avez déjà votre prochain sujet ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Vous offrez des vacances ? Voilà. Et notamment dans cette collection, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent dans cette collection. Donc vous pouvez souffler un peu ? Voilà, il faut attendre son tour. Voilà. Bon, c'est bien, parce que je suis quand même très inquiète. Je me dis, mais comment fait-il Alors, j'ai oublié aussi, il y a beaucoup d'allusions aux affaires judiciaires du moment. Je ne dis pas pourquoi, mais on a l'impression de vivre les affaires oui, car si effectivement c'est un roman où toute l'histoire est inventée, il y a des retours, des allers-retours dans le présent, et effectivement un certain nombre d'affaires contemporaines sont effleurées et racontées. Vous n'avez pas écrit aussi un livre qui se passait au Cap Ferret ? Oui, alors c'était effectivement Rouge et jaune pour le hussard, le précédent, qui se passe toujours avec Julien Ardan, qui dans ce livre n'est pas à Lisieux, mais passe ses vacances au Cap Ferret. Vous allez me dire, quand on est libraire, c'est formidable, on peut toujours prendre des vacances. Et donc le Rouge et jaune pour le hussard se passe dans le milieu du vin et dans le monde des avocats. Et puis je n'ai pas parlé de vos biographies qui sont parues chez Pardès, Drieux-La Rochelle, pour lequel vous étiez venu ici, et Benoît Méchain. Et on n'a pas fait d'émission sur Benoît Méchain. La biographie de Benoît Méchain est effectivement sortie chez Pardès dans la collection des Qui suis-je en 2021. Alors, parlez-nous parce que vous habitez loin quand même, vous habitez Bordeaux, parlez-nous de ce Benoît Méchain. Alors, Jacques Benoît Méchain est un grand historien. Il a été avant-guerre, il était de 1901. Benoît Méchain a été avant-guerre l'auteur d'une histoire de l'armée allemande. Oui. Mais alors, je dirais que le titre est un petit peu trompeur parce qu'on pourrait croire que c'est un livre sur l'armée allemande au sens strictement militaire du terme, et pas du tout. Benoît Méchain prend vraiment l'armée allemande comme fil conducteur de l'histoire de l'Allemagne de 1918 à 1939, et c'est un ouvrage qui vraiment fait référence à tel point que même le général de Gaulle, puisque Jacques Benoît Méchain a été ministre en 1940, de 40 à 42, donc il a évidemment du maréchal Pétain. Il a eu des ennuis à la Libération, et malgré cela, le général de Gaulle, dès son retour en 1944-1945, proposait dans les écoles militaires aux jeunes officiers de lire l'ouvrage de Benoît Méchain, tellement c'est un ouvrage de référence. Donc je dirais que ça a été la première partie de la vie de Benoît Méchain. Il a ensuite été, donc, comme je disais, ministre dans les gouvernements de Pierre Laval et de l'amiral Darlan. Il a été condamné à mort en 1947 avant d'être gracié par le président Vincent Auriol. Mais il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Et donc il a écrit. Et donc il est sorti de prison en 1953, et pendant qu'il était en prison, de manière tout à fait par hasard, il a découvert la civilisation arabe, le monde arabo-musulman, et il est devenu le grand historien après-guerre du monde arabo-musulman, avec des biographies comme celle de Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite, la biographie de Mustapha Kemal, et il a également écrit toute une fresque historique qui s'appelle Le rêve le plus long de l'histoire, où il y a la biographie de Bonaparte, de Laurence d'Arabie, de Cléopâtre. Et Benoît Méchain avait ce talent, c'est que ces livres ce n'est pas l'histoire romancée, mais c'est l'histoire écrite comme un roman, voilà, où ça se lit vraiment extrêmement bien. Et donc je pense que toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à la vie de Bonaparte, à Laurence d'Arabie, eh bien, liront ces livres avec beaucoup d'intérêt, parce que ce n'est pas du tout, je dirais, le livre d'histoire austère, mais véritablement avec toute la rigueur. C'est des livres qui ont beaucoup de rigueur, mais qui sont écrits vraiment comme des romans et qui se lisent comme des romans. Vous savez que j'ai visité la dernière demeure de Benoît Méchain avec son fils adoptif, et que j'ai vu, il m'a montré des décors d'opéra qui avaient été peints par Benoît Méchain.
Oui, alors Benoît Méchain il avait beaucoup de talent, il était également très musicien. Donc c'était son appartement de alors c'est l'appartement, oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement l'appartement quand son père est décédé, il s'y est installé avec sa mère et il devait y rester très peu de temps et finalement sa mère y est décédée et lui était également décédé en 1983. Mais il était aussi peintre et musicien. Et musicien, il était très musicien. Oui, c'est une sacrée personnalité. Il faut lire, chers amis de TV Liberté, les biographies de Thierry Bouclier. Et lisez aussi ses romans policiers, vous m'en direz des nouvelles et vous me remercierez. Le dernier, Le Hussard et le cadavre de l'Île-Dieu, chez Oda Isern. Thierry Bouclier. Merci Thierry. Merci Anne Brassier.